Et bonjour à tous, aujourd'hui, on n'y voit que dalle là. Ah, le plan arrière Bambu Lab, c'est pas mal. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de la Bambu Lab H2S et il y en a deux derrière moi, ça c'est la fameuse H2D. Pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y en a une que j'ai achetée. Voilà, et il y en a une qui m'a été envoyée par Bambu Lab grâce au contact de mon ami Thierry de la chaîne TechNapa. J'ai vendu ma Bambu Lab X1 Carbone et ma Bambu Lab P1S à l'annonce de la H2S pour m'en acheter une et pour d'autres raisons que je vous détaillerai un petit peu en description. Donc, qu'est-ce que c'est que la Bambu Lab H2S? Bah, globalement, c'est une Bambu Lab H2D avec une seule tête. Hein. Voilà. Ou c'est une grosse Bambu Lab X1 Carbone avec les quelques gadgets de la H2D, en fait, complètement, si on oublie ce système à double tête. Je vous montre fiche technique, unboxing, tout ce que j'ai fait avec, et on se retrouve après pour la conclusion. Similaire donc à la Bambu Lab H2D, mais avec une seule tête, avec un volume cette fois qui peut monter jusqu'à 34 sur 32 sur 34 cm, un système comme la H2D pour refroidir le PLA et le PETG sans avoir ouvert la machine, compatible avec la MS2 Pro qui fait aussi dryer. On a en plus le système d'intelligence artificielle pour trouver des failles d'impression avec une tête qui peut monter jusqu'à 350 degrés, une chambre qui peut monter jusqu'à 65 degrés, ainsi qu'un filtre pour limiter la pollution de l'air. C'est parti donc pour l'unboxing de la machine en accéléré, hein, sinon vous allez vous endormir. Donc on ouvre le carton, déjà rien que de dire ça, ça m'épuise. On a donc la notice au-dessus qui vous expliquera comment ouvrir le carton, entre autres. Le petit carton qui va recevoir la trousse à outils avec le support de bobine et sur la droite, je crois que c'est les PTFE, je sais même pas ce qu'il y a, je sais même plus d'ailleurs. Dans notre trousse à outils, on a une buse de rechange en 0,4, ça c'est plutôt sympa. On a sur la gauche un cutter de rechange aussi, c'est plutôt cool. On a également donc nos clés Allen forcément pour enlever les vis qui seront nécessaires, ainsi que 2 tubes de lubrifiant et pas mal de vis de rechange. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt rassurant quand on arrive à ce budget-là dans une imprimante. Alors ensuite, on continue sur l'expérience d'unboxing que je détaillerai un peu après parce que je ne l'ai pas ouverte correctement, ce carton. Donc j'ouvre et la machine étant tellement lourde que j'ai pas eu d'autre choix que de foutre ce carton par terre. Non, parce que c'est beaucoup trop lourd à soulever comme ça, c'est infernal. Donc, voilà, je me suis amusé, mais le truc, c'est qu'en fait... Bon, allez, un petit gros plan sur mon derrière, s'il vous plaît. Voilà, heureusement que j'ai une deuxième machine et je me suis rendu compte que ça s'ouvrait pas comme ça. Vous voyez, vous avez juste ces espèces de machins noirs des deux côtés de la machine à enlever, puis après vous soulevez le premier carton. Le deuxième est accessible avec une expérience d'unboxing un peu plus sympa. Je vous le fais quand même en accéléré, mais vous voyez que c'est un peu plus de gueule de faire un unboxing correctement. Hein. Donc, heureusement que j'ai une deuxième machine. On va dire que c'est grâce à ça. Bon, faut quand même la déplacer. Vous voyez que ça reste un chantier, cette machine-là. Bref, on sort de là. Donc, je continue un peu mon premier unboxing un peu foiré, vu que c'est celui que j'ai filmé. Je n'ai pas filmé le deuxième. Bon, peu importe. Donc, vous avez du scotch de partout. Forcément, ça, c'est le capot du dessus. Vous avez des mousses à droite à gauche. Vous avez encore des adhésifs et du scotch pour maintenir la porte, par exemple. Ensuite, vous avez, si vous prenez la version combo, la MS que vous allez enlever en enlevant les vis qui sont entourées d'un cadre d'une couleur rouge. Les colliers de serrage que vous allez faire sauter à la pince, hein. Coupez pas le tube PTFE, c'est important. Donc on continue à enlever les vis du plateau, les petites mousses de protection qui sont là. Ah bah tiens, j'ai fait sauter le cache du purificateur d'air, encore des scotch, encore des câbles, encore des cales, encore des... Il y a plein de trucs à enlever pour être sûr que ce truc-là ne bouge pas. Il y en a également 2 à faire sous le plateau. Vous pourrez enlever après l'avoir branché si vous voulez, ou l'avoir dévissé. Donc ensuite, avec la clé Allen fournie, on va enlever les vis qui ont permis que le plateau ne bouge pas pendant le trajet. Voilà, encore des cales sur le côté, encore une cale ici, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. J'étais impatient de finir cet unboxing parce qu'il y avait beaucoup de petites cales à faire, beaucoup de plans à filmer. Là, pareil, des grilles, du scotch, pardon, sur la grille d'aération arrière de la machine. Voilà, je m'amuse à enlever ça. Oh, ben ça y est, j'ai réussi à... Ah non, j'ai rien pété. On voit à l'arrière qu'on a 2 emplacements pour un câble, sachant qu'il n'y en a qu'un seul qui sert. L'emplacement pour le support de bobine se glisse facilement. C'est simple comme bonjour, vous n'avez même pas besoin de mettre un vis. Vous l'enclenchez, vous appuyez. Alors là, j'avais déjà déplacé la machine, donc c'était marrant. Et surtout, ils disent de la déplacer à 2, hein. Ouais, mes couilles. J'en ai strictement rien à foutre
Oh putain de merde. Bonjour. Ce qu'il faut pas faire pour faire le con. Oui, c'est clairement un plan pour compenser que je suis un peu musclé, mais juste un peu. Bref, allez, la machine est déposée à côté de sa copine, donc la H2D. Donc on met notre support du dessus et on se rend compte que les parois de la H2S sont complètement pleines alors que la H2D sont un peu vitrées, ce qui permettait de voir sur les côtés. Et moi j'aimais bien, c'est dommage de ne pas les avoir récupérées sur la H2S. Sans doute une question d'économie de prix. Allez, on lance notre machine, on programme notre langue, on la connecte au Wi-Fi et au compte Bamboo Handi depuis mon application mobile Bamboo Lab. Je vais ensuite lancer la calibration automatique. Je vais commencer par une bobine externe que je vais brancher donc sur le tube PTFE et que je raccorde bien à l'arrière, au-dessus et pas sur celui du dessous qui pour l'instant ne sert à rien. La notice indique bien qu'il faut le mettre en haut, celui du bas n'est pas raccordé. Je sais pas, ça servira peut-être pour un prochain upgrade. J'enlève ensuite le plateau PI fourni pour utiliser le Vision Encoder que j'en ai déjà suffisamment parlé dans mon test de la H2D, mais quitte à l'avoir, autant m'en servir. Donc je vais donc lancer l'étalonnage de la précision du mouvement qu'on a beau m'expliquer 12 000 fois à quoi ça sert, j'ai vraiment du mal à assimiler. Bon, je le fais, hein. Maintenant que le plateau il est là, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable quand vous achetez cette machine. Ensuite, je vais faire un étalonnage de la caméra. Voilà, là aussi, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je peux le faire, je le fais, j'enlève le plateau, je le lance. Voilà, c'est fait. Un petit coup d'œil sur l'interface classique. On est exactement sur la même interface que la H2D. Donc, je vais imprimer un petit truc qui est dans la mémoire interne. Donc, je charge mon filament blanc que je n'ai pas renseigné. Bon, peu importe. Couleur blanc, vendeur, ben là c'est du Bamboo Lab, je vais le mettre en PLA basique. Ok, confirmé. On envoie notre filament, chauffer la buse, amener le nouveau filament dans l'extrudeur. Si tu arrives à faire une mise au point, c'est encore mieux. On voit que là c'est fermé, normal, ça n'imprime pas. Je lance ça dans la mémoire interne, ça sert à utiliser des recharges de filaments Bamboo Lab entre autres. Donc je l'envoie. Refroidissement du caisson, vous allez voir que donc le dessus de la machine s'ouvre ici. Et également, vous allez voir l'arrière qu'on venait de voir fermer qui va s'ouvrir aussi. Et ça, c'est un peu une merveille d'ingénierie pour refroidir votre filament. Vous avez toujours cette barre des tâches en bas pour voir un petit peu où on en est. Notamment, là, c'était vert parce que l'impression était terminée. Je sors, ça colle un petit peu. Bon, toujours un petit peu impatient. Je sors ça de la machine. Je le tords un petit peu et je récupère mon support de bobine qui va bien nous être utile. Allez, je décharge mon filament, on va passer à l'AMS2. Donc toujours pareil, hein, je ne vous détaille pas comment sortir une bobine de filament. Voilà, maintenant je déroule, parce que le tube il est quand même un peu long et dedans la machine, il y en a encore un bout. Je déroule et je sors la machine, enfin la bobine, et je vais raccorder. Alors c'est toujours pareil, le problème c'est un peu le souci de ces machines. C'est l'espace à l'arrière, vu la taille qu'elle fait, mais on ne peut pas faire... On peut pas faire trop autrement, mettre un PTFE devant peut-être. Voilà, bref, je insère le PTFE de l'AMS donc dans là où j'avais mis celui de la bobine externe et on va pouvoir s'en servir. Voilà, maintenant on va s'attaquer un peu à l'ajout de la machine. Donc je vais tout simplement dans Bamboo Studio, je fais ajout imprimante et je vais sélectionner la Bamboo Lab H2S. Voilà, c'est simple comme bonjour. On va pouvoir y aller. Commençons par un simple projet de PLA. J'ai imprimé plusieurs barres atlantes, donc c'est pour une demande. C'est un élément un peu ésotérique qui sera repris après par la personne qui me l'a demandé, qui les repeindra à sa sauce. Donc voilà, le résultat est plus que satisfaisant. Je vous laisse le petit timelapse et on passe à la suite. Petite note importante, là vous voyez sur la H2S, j'ai pu en rentrer par exemple 7. Et ben sur une machine concurrente un poil plus grande, j'ai pu en rentrer un de plus. Je vais en profiter pour vous faire un petit tuto recharge parce que j'utilise beaucoup de recharge Bamboo Lab parce que j'arrive à les avoir vraiment pas cher. Et pour ça, vous devez fixer, comme vous allez le voir, la bobine dessus correctement. Ma femme a déjà réussi à me paumer une bobine, donc je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire un petit tuto. Donc vous voyez qu'il y a ce petit crochet là que je vous montre un peu en haut qui va se fixer sur le cran de la bobine que vous pouvez soit acheter, soit imprimer d'ailleurs. Donc une fois qu'on est sûr que ça ne bouge plus, on va quand même récupérer le petit machin jaune qu'on va fixer sur notre bobine. Là voilà, je prépare le dessus. Alors j'ai toujours une caméra dans la main, donc c'est pas très beau. Donc ensuite, je visse l'autre côté. Une fois que je me suis assuré que ça ne bouge pas,
de cette façon. Donc voilà, là ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais pouvoir mettre le petit cran de sûreté que j'ai aussi imprimé là-dessus. Alors, désolé, j'ai pas réussi à filmer correctement. Et là, voilà, bon, on est bon, ça bouge plus. On va pouvoir enlever nos sécurités, donc nos scotch qui entouraient la bobine. Ça vous permet d'utiliser ce système, d'avoir des recharges vraiment à un prix abordable. Je crois qu'on est, en tout cas pour Bambu Lab, autour de 13 €. Et bon, même moi, je préfère utiliser ça, comme ça, je me fie un peu au nuancier du logiciel. Voilà, allez, on va pouvoir lancer la bobine qu'on a imprimée en noir ici. Donc, vous voyez notre recharge. Donc, le blanc et le rouge qui sont d'une autre marque. Bah, tant pis, hein, Bambu Lab, fallait me fournir un peu des bobines. Je vous montre un petit peu ce qui s'est passé quand on n'a pas réussi à entourer correctement notre recharge. Hein, voilà. Ma recharge avec la bobine noire a été détectée automatiquement, ce qui n'est pas le cas de la bobine blanche et rouge, qui ne sont pas de la marque Bambu Lab. Donc je fais tout simplement modifier dans la machine, je vais sélectionner ma couleur, je vais les sélectionner que c'est du filament générique, hein, parce qu'ils ne vont pas non plus faire de la pub pour les concurrents, et je vais imprimer ce QR code personnalisé qui va me permettre d'afficher ma chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez d'ailleurs essayer vous-même de le faire avec votre smartphone. Donc là, j'ai mis un timelapse lisse qui fait une tour de purge, parce qu'en gros, la tête va s'arrêter pour prendre des plans où elle sera toujours immobile, du moins ça va donner une sensation d'impression là-dessus. On perd un peu de temps en faisant ça, on perd un peu de filament, que ce soit en une seule couleur ou plusieurs. Je le ferai pas sur les autres. Donc je m'assure que les couleurs soient bien renseignées et je vais envoyer mon impression en Wi-Fi dans la mémoire interne de la machine. Pour enregistrer le timelapse, il faudra mettre une clé USB non fournie. Alors, c'est parti, on lance notre projet. Ça se déroule pas trop mal, je trouve. Voilà, donc le blanc a été nickel, le noir se fait dessus. On passe à la couche de rouge. Ben, c'est plutôt pas mal. Hein, voilà, on va ouvrir notre bazar. On va récupérer nos plaques et je vous laisse avec le timelapse tout simple de la machine. Vous voyez, la tête ne bouge pas sur le timelapse, ou très peu. On enchaîne avec un petit assemblage de pièces qu'a trouvé Enzyme sur Kulz 3D. J'essaierai de vous remettre le lien en description. Donc on imprime plein de petites pièces qui sont basées sur du multicolore, mais du multicolore acceptable. Hein. Donc c'est-à-dire il y a quelques pièces avec des couleurs, mais globalement, vous voyez par exemple ces petits points, c'est beaucoup un changement de couche. Là c'est pareil, donc vous avez très peu de purges qui se font là-dessus. Bon, forcément, moi et mon impatience de vouloir vite décrocher les pièces. Et une fois qu'on a tout imprimé et tout assemblé, ça fait quelque chose de plutôt mignon. Hein, cette petite araignée citrouille ou araignée orange articulée, voilà, qui se balade, et que quand vous repliez un peu les pattes, ça fait ça. Voilà, c'est le petit jouet. C'est le petit jouet trop bien en fait. J'ai beau avoir passé les 30 ans, je m'en fous, j'adore encore faire mes muses avec ce genre de choses. Voilà, vous voyez, vous le pliez, vous dépliez les pattes. C'est pas mal. Alors, c'est un fichier payant, mais Enzyme, elle a craqué dessus, elle a dit, vas-y, je le veux. Je fais go. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette figurine dès que je l'aurai un peu mieux cadrée. Coucou! Continuons sur le PLA multicolore pour imprimer ces quatre, je sais plus de quel univers c'est, ces espèces de caméléons lézards. Alors, je vous l'ai déjà dit, je suis pas un grand fan du multicolore par rapport à son système de gaspillage. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va changer de couleur, on va faire ce qu'on appelle un poup et le foutre à la poubelle. Mais si on met plusieurs fois la même figurine, on va faire qu'un changement pour 4 pièces. Donc même, regardez sur l'image la quantité qui est consommée, même si effectivement on a des pertes, ça peut être de l'ordre de l'acceptable selon ce que vous voulez faire de votre figurine, bien entendu, mais bon, ça vous incite à en faire plusieurs. C'est parti pour le déroulement de l'impression, tout semble s'être bien passé. À un moment, je tombe en panne de filament noir et j'ai l'impression que ça a eu un espèce de résultat sur une des pièces, mais pas sur les 4 autres. Les supports, ça va être encore un véritable plaisir à enlever, mais vous pouvez difficilement faire autrement sur ce genre de pièces. Il y en a, ouais, celle de droite, elle est un peu... Elle est moitié trisomique. Hein. Il y en a toujours un dans la famille qui est teubé, voilà, moi c'est celui de droite. Lui, l'œil, il n'est pas parfait, et pourtant les deux autres sont nickel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'imagine que c'est au moment où j'ai changé ma bobine de filament, ça a peut-être déclenché quelque chose. Voilà, allez, un petit time-lapse de l'impression, et on passe à autre chose. Autre projet en PLA, c'est cette décoration de gâteau d'anniversaire qu'Enzyme a fait sur Fusion 360 à base d'un SVG et de quelques photos Google avec le nom de la personne qui va fêter son anniversaire dans pas longtemps. Donc après, on a mis le modèle dans Bamboo Studio, on a adapté
les couleurs, bien entendu, parce que les couleurs d'enfusion, quand on exporte en .stl, ne sont pas reprises. Et de toute façon, on n'avait pas fait ça très sérieusement. Un bel épaisseur de couche. Vous voyez là le temps et le filament que ça va prendre. Et c'est parti pour le travail. Alors, à refaire, peut-être qu'on aurait mis une plaque, une face noire de dos ou blanche, et uniquement le dessus qui permettait d'avoir cette visibilité. Bon, c'est pas bien grave pour les 20 grammes de filament que ça va prendre. Mais voilà, encore là aussi, on est plutôt satisfait du résultat. On aurait pu aussi le mettre dans l'autre sens, voilà, pour pinailler. Mais on a quand même un résultat qui est plutôt sympa. Et c'est le genre de choses que vous pouvez faire vous facilement avec Fusion 360, par exemple. J'ai ensuite utilisé du PETG transparent de la marque Bamboo Lab. Donc je prends comme d'habitude la bobine, je vais la mettre sur ma recharge, que j'ai... je prends plutôt ma recharge que je vais mettre sur ma fausse bobine, que j'ai imprimé moi-même. Donc je vous l'ai déjà expliqué rapidement comment ça marche, mais c'est toujours le même principe. Donc c'est en accéléré. Je charge ma bobine directement dans mon AMS. Je vais charger ensuite... le fil dedans, et vu que j'ai gardé la puce RFID fournie avec la bobine, c'est pas parce qu'il n'y a pas de support de bobine qui le rouge il va forcément sortir, que c'est pas détecté, et je vais attendre que la machine, alors on accélère le temps que ça mouline, m'a détecté du PETG transparent. J'ai trouvé sur MakerWorld ce modèle de tête de dragon qui sert à mettre une lampe, d'ailleurs une lampe Bamboo Lab. Je vous laisse faire une recherche de votre côté sur MakerWorld. Alors là, il y a une petite erreur que j'ai fait, c'est que, voilà, vous voyez le modèle, l'artiste recommandait des bordures et j'en ai pas mis. Parce que j'ai pas lu, voilà. Donc j'essaye de vous mettre le lien de ce projet en description qui est vraiment magnifique, et j'ai vu des gens qui l'ont peint sur la plateforme de MakerWorld, c'est vraiment sympa. Allez, j'envoie ça en Wi-Fi. Et c'est parti pour du PETG transparent avec un petit morceau qu'à sauter. Voilà, j'aurais dû mettre la bordure proposée par l'artiste. Je referai un essai un peu plus tard. Donc on continue de voir la machine et jusque-là tout se déroule bien. Notre dragon est terminé, donc on va avoir quelques supports à enlever. Donc bon, la pièce étant flinguée, mais une fois les supports enlevés, on a un résultat qui est plutôt acceptable. Alors c'est pas fait pour du PETG transparent, de base c'est pour du PLA blanc, mais je me suis dit pourquoi pas tester ce PETG de cette façon. J'ai donc utilisé ce kit lampe de chez Bamboo Lab, d'ailleurs fourni par Bamboo Lab. J'ai fait passer le cordon là-dedans pour faire passer la lampe vers la gueule, parce que j'ai le droit de le dire cette fois, de la gueule du dragon. Alors on fait glisser donc la lumière en direction de l'ouverture de la gueule. Je le dis pas parce que c'est vulgaire, je le dis parce que je sais pas quoi dire pour illustrer. Et vous voyez, une fois que vous avez éclairé le résultat de votre lampe, quand vous allumez, que vous éteignez, il y en a qui en ont fait directement une lampe murale. Voilà, c'est plutôt sympa, je trouve. Et après, j'ai imprimé donc ces dents à fixer dessus pour terminer, ainsi que le cache de la lampe. Voilà, et comme ça, on peut ranger directement notre lampe. Toujours avec notre PETG transparent et pas blanc, nous allons faire un porte-savon et on va l'associer à une autre couleur qu'on verra plus tard. Le PETG étant quand même une pièce plus sympa que le PLA, je pense, pour faire ce type de produit en contact avec l'eau ou l'humidité. Donc, tout simplement, là, il n'y a vraiment rien à dire. J'ai imprimé cette petite plaque qui est de finition. Ça me convient plus que bien. Bon, c'est... Effectivement, transparent, ça laisse passer un peu la lumière, ça casse pas non plus trois pattes à un canard de ce côté-là, mais ça donne un effet plutôt sympa, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'enchaîne ensuite avec du PETG transparent vert pour faire l'autre côté. Rebelote, je vous explique pas comment j'ai fait, mais j'ai encore mis ça sur un support de bobine, j'achète que des recharges, j'insiste. Voilà, donc le filament vert transparent est là, l'AMS l'a détecté, on est parti, on peut imprimer donc ce qui va aller sous notre porte-savon. Là, je trouve que l'effet est un peu plus sympa sur celui-là. On dirait presque, je dis bien presque, la couleur que pourrait faire une résine. Une résine en fait vert clair ou bleu clair, un peu mélangée avec de la résine transparente.
C'est pas mal, et voilà, comme ça on peut mettre notre support dessus, ça donne un effet sympa, moi j'aime beaucoup. Voilà, il est là, et notre savon, il est là-dessus, voilà, c'est voilà, un gros plan là, et en plus ça garde bien l'eau, hein. J'ai laissé dans l'eau pas mal de temps. C'est test validé de mon côté. J'aime pas les échecs, voilà. Donc j'ai directement relancé la lampe dragon avec ce PETG vert. Là j'ai fait les bordures comme vous voyez très légèrement sur le plateau. Bon comme d'hab je galère à enlever ce truc là. Donc je récupère mon plateau avec ma caméra dans l'autre main comme d'habitude. Ouais, je vais... Voilà. Bon, il suffit de mettre une petite pression sur le plateau, ça se décroche. On a un wagon de support enlevé, mais là, au moins, on n'a pas eu d'échec d'impression. Les supports partent à la main, quasiment. Il y aura peut-être quelques-uns que j'irai à la pince, mais là, en tout cas, ça part vraiment... Ouais, bon, celui-là, on va pas non plus insister de trop. Mais on peut enlever les supports... Voilà, hop, celui-là, ça part. Celui-là, ça part aussi. Donc, globalement, plutôt satisfait du filament. Voilà, j'ai imprimé ensuite les éléments qui s'installent après, les dents et le cache, toujours pareil. Bon, alors, j'ai des gants, pas parce que c'est toxique, mais parce que je venais de manipuler de la résine avant. Voilà, donc ensuite, je vais installer les dents du dragon là, et ça donne vraiment un effet superbe. Une fois qu'on rajoute la mâchoire, il n'y aura plus qu'à mettre la lampe dessus, et on aura un super résultat. Et voilà le dragon, une fois la lampe insérée dedans, à côté de l'autre. Effectivement, je trouve que le verre apporte quelque chose de différent. Enchaînons avec du PETG de la marque Filform. J'ai déjà fait une vidéo sur ce filament français. Je sais que le PETG est assez réputé chez Filform. Il n'y a pas que le PETG. Donc je suis allé chercher un modèle de toboggan, donc je le fais en PETG pour que le PLA ne colle pas au PETG, alors que si vous faites deux trucs en PLA, ça risque de coller. Donc le PETG Filform, il est mis à rude épreuve, surtout là vous voyez par exemple ce toboggan qui est pas beau. Alors si ça peut vous rassurer, c'est du PLA gris fait avec la Creality K2+, c'est exactement pareil, hein. Donc ça n'est ni lié au filament ni à la machine. Donc ensuite j'ai imprimé la poubelle qui va avec. J'ai un peu sous-estimé la taille de cette dernière et je vais tomber en panne de filament très rapidement. Donc là voilà, il n'y en a plus, hein, là. Voilà, je vais demander à mon copain de chez Filform de me rapprovisionner un petit peu. Donc j'ai pris du PETG orange de chez Prusa. J'ai commencé avec du PETG, je finis avec du PETG car le PLA c'est pas trop, ça adhère pas trop avec le PETG. Et un petit changement de couleur, mais à part ça, tout s'est très bien passé. Je vous laisse avec le timelapse des 2 pièces. En termes de vitesse, en estimation slicer, imprimer ce dragon avec la Bamboulab X5 Carbone prend environ 18 heures si on oublie la durée de préparation. Je suis en profil complètement de base, hein. Et en allant sur la H2S, exactement le même fichier, on gagne à peu près 1 heure. Bon, 17h16, ouais, on gagne quasiment 1 heure. Alors, Bamboulab nous parle d'une vitesse 10 à 30% plus rapide. Pour moi, on n'est pas à 10% là, hein. 17 heures, bougez pas. 17 x 60, ça fait 1020, et 18 x 60, ça fait 1080. Hein. Donc on est en dessous des 10% d'augmentation de vitesse. Néanmoins, on est sur un modèle un peu capricieux, avec plein de surplombs, plein de rebords, et là ça ne prend pas en compte les supports et tout ce qui va avec. Donc j'imagine que sur un cube, et pour peu, en plus là j'ai
j'avais coché la débit élevé, mais normalement sur une pièce pareille, débit élevé ou pas débit élevé, ça changera rien. Là où la débit élevé pourra jouer, j'avais fait le test sur la H2D, c'est tout ce qui est remplissage et grosse ligne droite. Donc en vrai, si vous faites du PLA avec du remplissage un peu pas trop costaud, donc du moins de 15%, la buse au débit va pas avoir grand intérêt. La buse au débit va commencer quand vous allez vouloir sortir du PETG, encore sous principe que la buse au débit vous permette d'imprimer des filaments un peu chiants, ou de l'ABS si c'est possible, ça j'en sais rien, et de faire des grandes pièces avec un grand remplissage, là ça peut jouer. Et là je lance avec le flux standard, et en fait on est à 18h. Donc sur une pièce avec ce genre de surplomb, le gain par rapport à une X1 carbone, il n'est pas fou. Alors je pense que ça se jouera beaucoup plus sur un cube, d'ailleurs on va faire le test ensemble. Donc sur un cube de 200, 200, 200, remplissage 15%, paramètres par défaut, la machine nous indique en buse standard une durée d'impression de 18h40 sur la H2S. Et sur la X1 carbone, effectivement, là, ça se joue, on perd à peu près 3 heures. Mais en gros, je pense que ça veut dire que ce qui fait gagner du temps, c'est les vitesses en ligne droite dans tout ce qui concerne le remplissage. D'ailleurs, ça peut valoir le coup, j'ai pas fait les tests, mais je pense, d'optimiser, si on veut optimiser la vitesse, de faire des remplissages en ligne, donc d'éviter le gyroïde, donc de faire des remplissages en grille ou quoi. D'ailleurs, on peut faire le test aussi ensemble. Alors, ce sera des pures estimations slicer. Si je vais, alors pas dans la X1 carbone, mais si je vais ici sur la bambou, si d'un coup je change mon mode de remplissage en gyroïde et que je fais trancher le plateau. Voilà, en remplissage gyroïde, on est à 1 jour et 16 heures sur un cube. Donc clairement, on a un gain de vitesse, principalement sur tout ce qui est ligne droite, hein. Voilà, là j'ai lancé sur la X1 carbone la même simulation, en gyroïde 15%, on est effectivement à 11 jours, 16 heures. Donc tout ça pour dire que cette vitesse supérieure de la H2S en soi est réelle, surtout quand on est en flux standard. Je pense que si on est en débit élevé, on pourrait gagner encore plus de temps sur un remplissage en grille. Mais ça va vraiment s'adapter à votre type d'impression. Donc, dans tous les cas, ne vous attendez pas à quelque chose de fulgurant, hein. Vous allez gagner un peu de vitesse sur la majorité des projets. Effectivement, dans ce cas-là, si vous prenez la buse en débit élevé pour aller tout droite, là, vous prenez 13 heures alors que de mémoire, on était à 16 ou 17 heures. Donc là, effectivement, il y a un gros gain de temps, mais vraiment sur les lignes. Donc, si vous voulez faire, comme j'ai dit, du PETG, de l'ABS, avec un remplissage dense et pas en gyroïde, ce qui est un peu dommage parce que le gyroïde est sans doute l'une des meilleures possibilités de résistance économique. Mais bon, à partir de plus de 15%, effectivement, gyroïque ou autre chose, on s'en fout, ça restera un peu plus solide. Vous allez vraiment faire un gain de temps. Si vous voulez, amusez-vous vous-même à faire vos propres simulations de remplissage avec telle machine, tel buste et tel mode de remplissage. Moi, j'en ai encore beaucoup à tester parce qu'ils en sortent souvent des réguliers. Je sais que ça peut vous aider, que le gyroïde, c'est ce que j'utilise généralement de façon un peu économique et de façon un peu résistante. Sinon, ce que j'utilise aussi, c'est le cubique adaptatif pour faire full économie, là où je pense que la résistance n'est pas importante. Faut juste quand même prévoir, selon ce que vous faites, des murs avec le cubique adaptatif au moins de 3, parce que sinon, des fois, les murs sont un peu imparfaits. Et sinon, vous avez les classiques gris selon ce que vous faites. Et si vous voulez optimiser par rapport à la vitesse remplissage, c'est gris ou alors tout ce qui est rectiligne, ce genre de choses. Le cubique adaptatif pourra aussi très bien correspondre. J'ai fait un petit peu d'ABS sur cette Bambu Lab H2S. J'ai donc fait des espèces de supports pour ranger des bobines. Voilà, c'est les éléments que j'avais de côté depuis longtemps. J'avais déjà fait ça sur une machine Anycubic l'année dernière, maintenant que j'y pense, en PETG. Et il fallait que je refasse. Donc j'ai utilisé de l'ABS noir de chez Sunlu, parce que je pense que ça sera toujours mieux que du PLA. Donc je l'ai mis dans l'AMS et ça n'a pas été... ça n'a pas été le plan le plus sympa. J'ai pas mal eu de nœuds. Après, c'est une vieille bobine ou ce genre de choses. Mais bon, on a réussi quand même à sortir les pièces. Donc, j'ai modifié dans la machine pour lui dire que c'était de l'ABS. J'ai laissé en générique. Je touche vraiment pas. Sur le test de cette machine, j'ai changé aucun paramètre par défaut de Bambu Lab, hein. Peu importe les filaments que j'ai utilisés. J'ai utilisé des filaments bambou, comme là, j'en ai pas utilisé. J'ai mis de l'ABS. Donc, envoie l'enceinte chauffée
qui monte jusqu'à 60 degrés, le plateau qui chauffe à 90 degrés, et là vous voyez avec le capteur de température que la machine est plus que chaude, hein, c'est-à-dire jusque sur les murs latéraux, vous passez la main, c'était chaud. Donc là on est à l'extérieur, le capteur sent déjà des parois à 50 degrés. Hein. On va ouvrir l'AMS, alors s'il y a une fonction de dryer automatique, je ne m'en suis pas occupé, c'est instantané. Dans le dryer, il faisait plus de 40 degrés. Hein. La température ambiante n'est pas du tout là, il suffit de voir les éléments autour, on n'est pas à cette température. Donc là je vais ouvrir, non je vais pas ouvrir vu qu'elle était en train d'imprimer l'ABS, mais à côté on a la H2S, pardon, qui était aussi en train de tourner, elle chauffait pas. Et là, vraiment, j'ai mis la main sur le mur, c'était vraiment autre chose. Regardez les autres machines, il y avait la Century Carbone là-bas en train de tourner, on n'était pas à des températures aussi importantes. Bon, c'était juste pour vous le montrer, en tout cas ça marche bien. Voilà, j'ai continué l'impression de mes pièces. Alors, je les ai retirées un peu vite, hein, elles venaient juste de sortir, donc j'ai un peu marqué la surface de mon plateau et aussi de mes pièces. Puis j'en ai encore envoyé pour terminer mes installations. Donc là, j'ai mis carrément 3 pièces sur le même plateau parce qu'il m'en fallait une de plus. Et voilà le résultat. Et quand je vous dis que j'ai beaucoup de filaments bambou, c'est pas une expression. Je pense que je dois avoir une couleur ou une teinte de chaque au niveau du PLA et pas mal de PETG. On passe à la suite. J'ai voulu imprimer avec un peu plus de précision, j'ai donc changé la tête 04 en 02 et comme vous le voyez c'est très simple, vous avez 2 trucs à clipser ou à déclipser plutôt sous la buse. Alors moi j'ai toujours qu'une main de dispo vu que l'autre est en train de filmer, hein, mais pour vous montrer que c'est complètement faisable, voilà, j'ai enlevé la tête en 04 et je vais mettre la tête en 02 là-dedans. Donc je l'insère ici, je pousse un petit peu puis je serre les 2 connecteurs métalliques pour fermer, pour fixer la buse. Et je remets ma petite chaussette en silicone. On va pas imprimer tout nu quand même. Hein. Allez, je remets le capot, toujours avec une main que j'avais enlevé pour accéder au changement de la buse. Ouais, je galère, hein, forcément, sinon c'est trop facile. Je renseigne dans la machine que j'ai changé ma tête donc avec une buse inoxydable en 02. Avec cette buse, je vous recommande d'imprimer rien d'autre que du PLA. C'est vraiment très fin. J'ai donc pris une figurine de Nerickson que je fais habituellement en résine, puis j'ai joué un petit peu avec la hauteur. Je me suis dit que tester une figurine de ce niveau de détail en 75 mm de haut, je sais que pour les jeux de rôle, il faudra faire un peu plus petit, mais bon, on va pas non plus jouer à l'apprenti sorcier. Mon angoisse lors de la préparation, c'est clairement les supports pour sortir le nombre de surplombs de cette pièce-là. Car là, effectivement, on va avoir une buse en 0,2, mais on ne pourra pas imprimer des supports aussi fins que ce que fait l'impression résine. Hein. C'est donc parti pour cette figurine en très haute définition, avec une tête en 0,2. Et voilà l'impression, donc comme je le craignais, c'est blindé de supports qui vont être galères à enlever si on veut pas lui exploser la main, ou si on veut pas lui exploser l'épée, si on veut pas lui exploser le bouclier, il n'y a pas de bouclier. Donc, bon, dès que j'arriverai une mise au point, on voit quand même le détail de la main par rapport à mon doigt. On est vraiment, je détaillerai après, mais on est vraiment très proche d'une impression haute définition. Bon, regardez le visage. C'est juste un peu dommage qu'avec les supports, c'est un peu compliqué à sortir proprement. Il aurait fallu un peu plus de travail sur la préparation. J'ai donc continué, j'ai imprimé la base de cette figurine pour aller avec, et j'ai imprimé un buste en blanc. Je vais jouer avec l'AMS pour avoir une pièce noire et une pièce blanche. Je vais imprimer par objet, comme vous voyez sur l'écran, sur la gauche. Comme ça, on va être toujours en 0,2. On va avoir un peu une pièce sans aucun support, ou avec beaucoup moins de support, du moins la qualité. Et on va sortir la base pour que notre figurine ne soit pas sans aucun piédestal. Voilà, tout semble s'être bien passé. Alors j'arriverai difficilement à vous filmer parce que c'est en blanc et la mise au point, mais le niveau de détail, je vais essayer de faire péter le support.
le niveau de détail de cette pièce est vraiment très proche de la résine. La base aussi, même si bon, la base on s'en fout un peu. Mais après tout, on peut imprimer avec une tête en 0,2 avec une épaisseur de couche entre 80 et 100 microns. 80 et 100 microns, c'est de l'impression résine haute vitesse. Hein. Bon, du coup, c'est de l'impression filament très très lente pour compenser. Par contre, vous voyez là, on a ces deux traits noirs qui sont liés à la MS. Il y a eu un petit souci que j'arrive pas à expliquer. C'est dommage, mais à part ça, c'est plutôt le visage est sympa. Voilà, je suis vraiment bluffé de ce qu'on peut sortir avec cette machine et avec d'autres, hein. Avec une tête en 0,2 du moment qu'on arrive à trouver quelque chose de pas trop casse-gueule. Là, vous voyez vraiment la figurine. On ne se rend pas forcément compte, mais pour une miniature en filament, enfin, elle est plus petite que ma main, base compris, hein. J'ai profité d'avoir la buse en 0,2 pour faire un nouveau casque de Mandalorian. Ça a été de mes éléments de décor pendant longtemps, parce que c'était une de mes premières pièces assez importantes quand j'ai commencé, mais elle n'était pas parfaite parce que j'avais raté des supports, j'avais raté le traitement. Donc je me suis dit, là j'ai une tête en 0,2, je vais réimprimer un casque avec une tête en 0,2, je ne devrais pas avoir beaucoup de ponçage, hein, parce que c'était vraiment l'étape qui m'avait le plus saoulé quand j'avais fait mon premier casque, c'était le ponçage. Alors là je vous laisse jeter un œil au temps d'impression avec une tête en 0,2, hein. C'est assez conséquent. Bref, allez, c'est parti. On lance donc notre impression qui va durer plus de 4 jours. Là, je suis parti en déplacement. Alors, il y a un petit trait qu'on ne voit pas facilement parce qu'à un moment, il y a eu un petit nœud de bobine et j'ai attendu plus de 24 heures pour arriver. Donc, le filament refroidi. Ça nous a fait une démarcation un peu visible que je vais regretter toute ma vie. Voilà, là, il reste 5 heures d'impression au moment où je prenais ce plan. On était sur la fin, donc j'ai clairement pas pris de plan pendant 2 à 3 jours d'impression. Et voilà, donc là, vous voyez le trait qui me dégoûte, qui n'aurait pas dû arriver si j'avais été présent pour intervenir rapidement sur la machine. Forcément, une pause qui dure plus de 24 heures sur une pièce en filament, vous allez voir la marque. Donc, j'arrive pas à enlever forcément ce truc qui colle plus que nécessaire. Le timelapse de la pièce. Alors, je m'attendais à quand même moins de traits visibles, en plus de ce gros trait qui vient de l'échec. On les voit beaucoup moins en vrai, hein. Donc, je pense que c'est plus lié à l'éclairage. Donc, le ponçage va rester une étape obligatoire. J'aurais juste moins besoin de poncer que si j'avais fait en 0,4. Et là, par contre, étrangement, ça paraît beaucoup mieux. Peut-être que j'aurais dû refaire une calibration avant de lancer une pièce aussi importante. Bref, donc là, je vais faire un premier ponçage. Alors d'abord au papier 120 à refaire, je mettrai du 240-120, c'est beaucoup trop, je raye vachement la surface. Donc c'est pas le meilleur plan là-dessus. Je ponce vraiment pas longtemps, hein. Je fais juste un petit passage pour lisser la surface. Une fois que je l'ai mis en 120, je ponce à 500 à l'eau, toujours pour éviter de défoncer le papier et pour la poussière. Alors, je trouve que c'est mieux. Et après, avec le 500, jusqu'à que ce soit le plus lisse possible, quand vous le passez au toucher, vous ne devez plus toucher, vous ne devez plus sentir les traces d'impression. Une fois que c'est fait, vous voyez que le casque a pris un peu... il a fait la guerre, hein. C'est vrai qu'on voit les étapes après le ponçage, c'est pas top. Alors j'ai vraiment poncé grossièrement, hein. Je me suis pas trop concentré sur les arêtes, ça aurait été normalement plus logique. Et j'ai pris ce filler, donc un après garnissant, qui va permettre de lisser le plus possible les pièces, de remplir les trous, de cacher un maximum les rayures. Et après avoir passé 2 couches dessus, donc une première couche très fine et une deuxième couche un peu plus, j'ai pris du papier uniquement 500, toujours à l'eau, une fois que c'est bien sec, et j'ai continué ou recommencé mon ponçage. Là aussi, j'ai pas trop insisté, hein, voilà, j'ai passé une couche un peu comme ça à peu près partout. Et vous voyez cette putain de ligne que j'ai fait, j'ai décidé de la reponcer au grain 120. Voilà, ça aussi c'était une connerie, j'y reviendrai un petit peu à refaire. Donc j'ai redéfoncé mon casque et mon filler pour essayer de rattraper le plus possible cette ligne dégueulasse. Voilà, alors là, je m'attendais à quelque chose d'un peu... alors, au toucher, c'était beaucoup plus lisse, mais c'était pas parfait. À refaire, j'aurais dû remettre un peu imprimeur parce que j'ai un peu redéfoncé les surfaces, mais je l'ai pas fait. Voilà. Donc là, j'ai utilisé directement imprimeur de chez Citadel en vente sur ma page Shopify, car je suis revendeur de produits Games Workshop, hein, c'est pas du dropshipping, c'est moi qui vous l'expédie, c'est moi qui vous l'emballe, c'est moi qui vous l'envoie, et ça peut faire tourner mon business. Donc une fois que j'ai mis 2 couches de primeur, une un peu plus fine, la première et la seconde un peu plus épaisse, je mets ce vernis, toujours de chez Citadel, sur le casque. Et là, vous voyez le casque après le primeur et le vernis posé, qui est plutôt bien rattrapé. Maintenant, je vais m'attaquer à la visière. Donc, j'ai pris un film solaire pour vide de voiture, ces diapositifs en format A4 et un velcro pour l'attacher. Et on va mettre tout simplement
alors en très accéléré, le film solaire sur le diapositive et accrocher le papier de diapositive dans le casque avec les velcro. Voilà, après il vous restera quelques coups de ciseaux à faire. Si vous voulez réaliser exactement le même casque que tous les accessoires que j'ai utilisés, velcro, papier à poncer, etc., je les ai pris sur Amazon, les liens sont en description. Vous voyez le résultat définitif de ce casque. Alors encore une fois, à refaire, je ferai différemment et je pense que je ferai un peu mieux. Et en plus, il est parfaitement adapté à ma grosse tête. Allez, on passe à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on va penser ou qu'est-ce qu'on pense de cette Bambu Lab? Déjà, vous l'avez vu, je suis le bambou fanboy de base. Après, je suis le bambou fanboy exigeant. Vous l'avez vu si vous avez monté de la H2D, qu'il y a quand même des choses un peu discutables pour le prix chez eux comme ailleurs. Et il y a un autre point important pour moi, c'est que cette Bambu Lab H2S arrive après la Creality K2+. Donc, quelle machine il vous faut? Quelle machine vous... si vous êtes là parce que vous hésitez, il va m'être quasiment impossible de répondre de façon objective. Je vais essayer d'en parler un petit peu, mais j'ai trouvé que la K2+, était un chouïa plus rapide. Ça va dépendre aussi des pièces. Mais ça se joue, quand je dis un chouïa, ça va se jouer à presque rien, parce que la H2S, aujourd'hui, est la machine qui imprime dans les meilleurs... comment dire c'est le meilleur rapport vitesse-qualité avec la Creality K2+, je pense que de tout le parc de machines abordables, je ne parlerai pas des Cosmics, ce genre de choses, que vous pouvez trouver. Ça va plus vite que les dernières machines des Lego, ça va plus vite que les dernières machines d'Anycubic. Et là aussi, c'est aussi un volume qu'on ne trouve pas encore XY, à part chez la Creality K2+, ou alors à un prix exorbitant. En tout cas, encore XY fermé. Donc on a ces espèces de gadgets qui s'ouvrent à l'avant, à l'arrière, l'écran qui reste sympathique. On a un changement de bus qui est fastoche, qui est pratique. On a vraiment, Bambu Lab, ils ont vraiment cherché à qu'on ait une ergonomie vraiment confortable. Et c'est vrai qu'on a une ergonomie vraiment confortable. C'est quelque chose que j'avais pas fait le rapprochement, mais ma femme, je sais que quand elle utilisait la K2+, elle allumait la machine. L'AMS va décider, le CFS de Creality, il va d'un coup vérifier les 4 bobines, je sais pas pourquoi, et tu perds un temps fou. Et là, ben non. Donc c'est ce genre de gadget où la Creality K2+, imprime bien, imprime vite. Ça, il n'y a pas de problème. Elle est confortable, pour moi, elle est fiable, j'ai pas eu de souci avec. Mais elle n'a pas cherché à aller bien loin, en fait. La Bambu Lab a cherché à ajouter du détail. Cette bande LED, c'est insignifiant, mais on arrive à un prix où il faut qu'on ait l'impression d'en avoir pour notre argent, autant chez l'un que chez l'autre. Hein. Et même si on perd par rapport à la concurrente un peu de volume d'impression, on a cette sensation de machine du futur, même si j'aurais quand même apprécié qu'on ait une vitre ici, alors que là, on n'en a pas. La machine est capable de détecter quand on ouvre la porte, c'est juste ce genre de détail-là qui montre un peu le niveau. Et il y a une autre chose qui est importante dans l'écosystème Bambu Lab, c'est que dès qu'il y a une mise à jour importante sur un slicer, c'est eux qui font les premiers. Voilà. Après, tous les autres suivent. Mais à chaque fois que je fais « Ah, ça c'est une bonne idée », ben, je dis rarement d'un concurrent. Je dis souvent d'une marque comme Bambu Lab qui pense à mettre à jour leur slicer avec une nouvelle fonction. Toujours un petit peu de plus à droite, à gauche. Donc, comme je vous dis, je suis assez sévère, mais vous l'avez peut-être vu sur l'unboxing, j'ai une A1 et une A1 mini qui tournent derrière facilement parce que c'est des machines où je me casse pas la tête, hein, quand je veux faire du PLA simple. J'ai que du filament Bambu Lab parce que ça a été les premiers à proposer un nuancier. Maintenant que Creality le propose aussi quand ils envoient leur machine. Et quand on veut proposer à quelqu'un d'imprimer quelque chose, on monte le nuancier, on fait tiens, tu veux quelle couleur? Bon, piège, ben, j'ai dû avoir une bobine de chaque en stock. Le système de recharge et le bobine, c'est Bambu Lab. En tout cas, il n'y a pas que Bambu Lab, mais avec le marketing qui suit, aujourd'hui, on pense surtout à Bambu Lab. Le rapport qualité-prix de cette machine, je l'ai acheté, moi, donc je l'ai acheté avant même que Bambu Lab me contacte. Et quand Bambu Lab m'a envoyé un mail, j'ai dit, merde, je venais de la commander. Je me suis dit, bon, ben voilà, super, je vais avoir 2 machines. Et ben finalement, je suis bien content d'en avoir une. De plus, parce que j'ai vendu 2 machines pour en avoir une. Alors pourquoi j'ai vendu la X1 Carbone et la P1S à l'annonce de la H2S? Quand ils ont annoncé la H2C, c'est donc cette machine qu'a annoncé un peu Bambu Lab, qui devrait être multi-tête sans purge. On attend de voir, et qui devrait sortir fin d'année. On attend de voir. Pour l'instant, ils nous ont rarement menti. Quand ils nous ont annoncé quelque chose, c'est qu'ils étaient déjà en avance. Et ce sera possible d'upgrader
d'upgrader, je suis bilingue, l'H2S et l'H2D en H2C, et pas d'upgrader la X1 Carbone et la P1S. Puis il y avait autre chose qui m'énervait sur la X1 Carbone et la P1S. J'avais deux machines qui n'avaient pas les mêmes hot-end. Je pouvais acheter juste les buses et m'amuser avec de la pâte thermique à remettre les sondes et tout, mais c'était quand même pas pratique. Là, je prends la tête d'ici et je change facilement. Et je crois, j'ai pas vérifié, qu'il me semble que c'est même les mêmes têtes que les Bambu Lab 1. Donc franchement, ça c'est... J'avais un tiroir où j'avais plein de consommables pour la P1S et j'avais un tiroir où j'avais plein de Bambu Lab pour la X1 Carbone. Donc aujourd'hui, je vous l'annonce et je l'ai déjà un peu dit, je suis le Bambou fanboy. Sur mon test de la H2D, je ne l'ai pas acheté juste pour faire une revue, pour... J'étais un peu mi-figue mi-raisin pour la H2D, même si... Enfin, peut-être que j'en reparle de la H2D. J'ai acheté parce que je la voulais. La H2S, j'ai acheté parce que je la voulais. Il y a très peu de marques où la machine sort, je la veux. Alors peut-être parce que j'ai Bambu Lab, jusqu'à présent, on ne m'envoyait rien. Et peut-être que maintenant, à la prochaine lance Bambu Lab, je verrai. Mais en tout cas, bon... Voilà, le seul point un peu discutable, c'est que la H2S est arrivé un peu tard. Exemple simple, vous avez craqué sur la Crealitica 2+, vous n'avez pas besoin d'avoir comme moi un parc de machines. Pourquoi vous allez acheter la H2S? Et la H2D reste à un budget qui était un peu conséquent. Mais aujourd'hui, les gens qui ont réussi à mettre le budget dans une X1 Carbone à sa sortie, c'était aujourd'hui le prix de la H2S. Hein. Si on oublie qu'il y a toujours 100 € de frais de port, dernière nouvelle, lors de la commande. Sans doute pour aider un peu, je pense, les revendeurs. Mais ça imprime assez bien, il n'y a pas trop de soucis. Par rapport à la Crealitica 2+, j'en parle beaucoup parce que je pense que c'est même moi la question que je me posais. La calibration du débit, par exemple, la Crealitica 2+, elle fait des traits sur le plateau et la caméra va palper un peu, voir « Ah, c'est par là qu'il faut que je décide ». Elle, il y a tout dans l'extrudeur. C'est-à-dire que la calibration du débit dans l'extrudeur, c'est pareil sur les Bambu Lab 1. Elle va réussir à étalonner le débit d'extrusion juste en tournant dedans. Ce que la K2+ ne fait pas. Ou en tout cas pas encore. Et je pense pas que c'est une mise à jour qui va permettre de le faire. Donc c'est pareil, c'est pas forcément indispensable, c'est pas ça qui va me faire qu'une machine est plus mauvaise qu'une autre, mais ça fait dire qu'il y a une machine qui pense autrement. Aujourd'hui, je suis pas en train de vous dire que la H2S est meilleure que la Crealitica 2+. Je suis en train de vous dire qu'elle a des trucs en plus. La Crealitica 2+, est-ce qu'elle a des trucs en plus? Oui, le volume d'impression, et il me semble, j'ai pas fait d'estimation de slicer, faudrait que je les fasse, que la vitesse semble un chouïa au-dessus, ou un chouïa. Maintenant, comme je vous dis, c'est deux marques. Pour moi, c'est Apple et Samsung. Vous avez Samsung qui va couper. Enfin, à une certaine période, attention, je vais me faire défoncer, mais il y a une certaine période où il y en a eu un qui est arrivé le premier à proposer l'iPhone, à proposer certains concepts, et l'autre derrière qui a repris. Et après, vice-versa, il y en a un qui a eu une idée, l'autre l'a repris aussi. Hein. Par exemple, Bambu Lab, c'est pas les premiers à avoir fait un dryer dans leur système multicolore. Hein. Les premiers, c'était Anycubic. Donc ils sont arrivés un peu après, et les premiers à avoir proposé une machine de 35-35-35 fermée, c'était pas Bambu Lab non plus. Donc c'est pour ça que je trouve cet exemple-là. Vous ne faites pas, quand vous achetez un Apple ou que vous achetez un Samsung, vous n'êtes plus là à vous demander, une fois que vous l'avez, est-ce que j'ai le meilleur smartphone ou est-ce que l'autre est meilleur? Enfin si, vous pouvez peut-être vous le poser, mais là ça sera pareil, personne n'aura la même réponse que vous. En tout cas, quelqu'un n'aura pas la même réponse. Mais à part ça, oui, je pense pas que vous vous planterez en achetant une H2S, comme je pense pas que vous vous planterez en achetant une autre. Bon, normalement, le but, c'est de parler que de la H2S. Mais en fait, je vous ai montré tout ce qu'elle est capable de faire. Donc, elle est ergonomique, elle est sympa, elle est stylée, elle est plus que silencieuse aussi. Aujourd'hui, les Bambu Lab H2S et H2D sont les machines les plus avancées de l'impression 3D tout public, que j'ai eu l'occasion d'utiliser, du moins. Il n'y a pas une machine qui est supérieure. En tout cas, dans la polyvalence, il y a peut-être des machines qui ont un plus grand plateau, il y a peut-être des machines qui peuvent encore aller plus vite, il y a peut-être des machines qui ont des capacités techniques encore un petit peu au-dessus, mais je pense pas me tromper en pensant qu'aujourd'hui, en filament, elle fait partie du top 2, en englobant avec la H2D, des machines qui existent. Voilà, si vous trouvez qu'il y a des machines au même prix, ou pas beaucoup plus chères, encore une fois, hors K2+, qui effectivement, là, le débat est ouvert, à la vente, bah, dites-moi laquelle, parce que moi, j'en vois pas. Vous pouvez pas me comparer ça à une Cobra 3 Max, vous pouvez pas me comparer ça à une Sovol SV08 Max, ce sont d'autres machines, d'autres usages. Et comme avant, on avait la X1 Carbone qui est sortie, oui, la X1 Carbone, c'est une bonne machine, ça vous empêchait pas d'avoir une Neptune 4 Max à côté, pour citer que cet exemple-là. Donc, si vous devez avoir qu'une seule machine pour faire des projets polyvalents, elle fait partie des deux machines à choisir, ou des deux machines à regarder.
Je crois que j'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est une machine, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Ouais, mais c'est vrai, on est au niveau de détail. Ils nous ont laissé les 2 tubes à l'arrière et celui de droite ne sert pas. Maintenant, nous a dit qu'on pourra upgrade la H2S en H2C. Ce qui risque de rendre aussi obsolète la X1 carbone et la PASA. D'ailleurs, pour moi, elle le sent un peu. Tant que Bamboula proposera des pièces de rechange, on est bon. Mais oui, peut-être que ces 2 trous servent à ça. Bah, j'ai tout dit. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier et je me casse. Ciao, à la prochaine. Elle est où la lumière? J'ai arrivé à taper 18 x 60. Eh, ta mère. 18 x 60. Eh, et que vous allez... Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Pièce remplissage. Pièce remplissage. Je sais plus tout ce que je disais. Alors écoute mes pauses. Sors-toi les trous, les doigts du cul. Sors-toi les... J'arrive pas à parler, je vais me coucher. Quand on les trous les doigts, moi. Les doigts. Ouais. Il faut se sortir les doigts du cul. Bah oui, putain, j'ai réussi à le dire. Putain. Ça semble aller plus vite. Si je pouvais acheter la buse simple et changer avec un truc technique, avec un... Oula, je pouvais acheter juste les buses et m'amuser avec